Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une, qu'on appelle aujourd'hui donc 2016 à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés tout d'abord pour parler de la politique européenne pour 2016, notre spécialiste Caroline de Camaret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et nous allons finir cette dernière de 2015 avec du sport et avec vous, Florent Rodeau. Bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Nous allons tout d'abord commencer avec quelque chose d'un peu moins drôle du coup. On va commencer avec de la politique. Alors, regardez, j'ai mis mon du bleu bleu. Europe et lui il n'a pas mis son maillot. Hein. Non, je l'ai pas mis aujourd'hui, je l'ai oublié à la maison. C'est pas très, c'est pas très cool, on va dire. Bon, allez, tout d'abord de l'Europe et pas de l'euro, donc l'Europe 2016. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2016? Les grands événements, bien évidemment, on ne peut pas ne pas parler du Brexit possible. British exit, c'est de là que ça vient. C'est la sortie de la Grande-Bretagne possible, peut-être de l'Union européenne. Le Premier ministre britannique a promis un référendum d'ici fin 2017, mais apparemment, les choses semblent se préciser. On parle plutôt de juin de l'année prochaine. De quoi s'agit-il, Caroline? Alors, on refait un peu le film des événements. Vous avez noté qu'en 2014, il y avait des élections européennes qui ont été marquées par la montée des nationalismes. 2015, qu'est-ce qui s'est passé? On a cru qu'on allait faire face surtout à une crise de la dette en Grèce, la Grèce qui avait basculé avec la gauche radicale. Et finalement, on s'est retrouvé face à une crise migratoire qui a conclu cette année. Alors, 2016, en effet, la véritable question, c'est est-ce qu'on sera 28 ou 27, ou plus que 27. Pourquoi? Parce que David Cameron, eh bien, il a vendu à son peuple, à sa réélection, c'est-à-dire quand il a été à nouveau porté au pouvoir, il a dit « J'organise ce référendum avant 2017, fin 2017, peut-être même encore plus près, donc 2016, pour vous reposer la question, est-ce que vous souhaitez vraiment adhérer à l'Union européenne? On ne vous la pose pas assez, donc il faut une opération vérité, et en attendant, je vais renégocier les compétences de mon pays, de notre pays, vis-à-vis du reste de l'Union européenne. » Sachant que justement dans cette négociation, alors lui il dit qu'il fait ce référendum, mais en même temps il dit je vais me battre pour pouvoir maintenir la Grande-Bretagne, mais il demande à Bruxelles cette fois-ci de répondre à certaines conditions. Alors ce sont des conditions qui ne font pas tout à fait plaisir à Bruxelles. Oui, il a mis un petit peu de temps pour expliquer ce qu'il voulait exactement. Oui. Il a noyé le tout dans un flou artistique pendant assez longtemps. Parce qu'il y a eu ce discours de novembre, mais qui n'était pas non plus très clair, en fait, finalement. Voilà. Et finalement, premier sommet du mois de décembre, il a fini par mettre 4 conditions très claires sur la table, ou plus claires en tout cas. Il voulait plus de compétitivité, la souveraineté et l'inclusion des parlements nationaux dans un processus démocratique européen. Ça, c'est acceptable pour les Européens. Il y a 2 choses qui posent vraiment problème, par contre. Il ne fait pas partie de la zone euro, vous le savez, le Royaume-Uni, mais en revanche, il veut protéger les intérêts de la City, donc il veut avoir un droit de regard sur les décisions de la zone euro. Et là, c'est un petit peu un problème. On peut tenir compte de ces inquiétudes, mais on ne peut pas bloquer un approfondissement souhaité par la France et l'Allemagne de cette zone euro. Puis deuxième question très problématique, vous en avez entendu parler aussi, ça s'adresse véritablement aux travailleurs roumains, bulgares et polonais. En effet, il ne veut pas, David Cameron, leur verser de prestations sociales les 4 premières années quand ils partent travailler quand ils sont en train de travailler. Pendant 4 ans, avant 4 ans, ils n'ont droit à rien. Or, ça n'est pas conforme à la politique de non-discrimination entre les citoyens européens. Alors, quel problème, quelle menace ça représenterait si la Grande-Bretagne sortait vraiment de l'Union européenne? Il y a des calculs savants, mais tous affirment en tout cas que ça ne serait bon pour personne. Alors, pas bon pour le Royaume-Uni qui fait la moitié de son commerce avec l'Union européenne. Certains prédisent une chute du PIB du Royaume-Uni de 14% si elle devait sortir en 2016, par exemple. Côté Union européenne, pas terrible non plus, parce que puisqu'on fait aussi le commerce de l'autre côté, on perdrait des clients, donc une baisse de 0,3% du PIB, c'est ce qui a été un peu calculé. Alors, pour l'Allemagne, ça serait pas bien, parce qu'elle considère que c'est un bon allié sur l'idée de développer plus le grand marché, d'avoir une politique commerciale, d'avoir plus également d'élargissement de l'Union européenne. Donc c'est un bon allié qui fait un contrepoids à la France et à d'autres, ce Royaume-Uni. Et donc Angela Merkel a tendance à penser qu'il faut les garder à l'intérieur. Et puis, c'est vrai que le Royaume-Uni, elle ne paie pas tout à fait la même chose que les autres dans le budget de l'Union européenne. Ils ont négocié un rabais. Mais il n'empêche qu'ils payent quand même. Et puis, même s'ils ne veulent pas aller aussi vite vers l'intégration que certains autres, comme la zone euro par exemple, eh bien, on pourrait agir par cercles concentriques. Certains qui vont plus vite vers un projet beaucoup plus fédéraliste et d'autres qui vont un peu moins vite. Et la Grande-Bretagne en ferait partie. Alors, en quelques mots, pendant ce temps, l'Union européenne se pose toujours la question de ses frontières.
frontières, comment les sécuriser, la menace terroriste, etc. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord, bien évidemment. Et puis, plus on est nombreux, plus il y a de positions. Est-ce que 2016 sera l'année des, je sais pas, des gardes-côtes européens, par exemple, d'une coopération policière un peu plus réelle et effective en Europe? 1,5 million de migrants sont arrivés sur le sol européen en 2015. Et on compte qu'il y en aura probablement autant, voire plus, en 2016. À partir de là, eh bien, l'Union européenne, la Commission en particulier, a mis en place des propositions, des instruments pour essayer de gérer cette crise des migrants. D'abord, partager les demandeurs d'asile. 160 000 doivent être relocalisés et on en est à peine à redistribuer 200 entre les pays européens et certains encore à l'Est freinent complètement ce processus. Et cette coopération, elle va voir le jour, vous pensez, en 2016 ou pas? Alors, tout le monde ne la veut pas, en fait. Tout le monde ne la veut pas. Et puis, de toute façon, il faut trouver un moyen d'endiguer le flux, Aziza. Alors, l'autre idée qu'on a, c'est les pays tiers. On va faire pression dessus. La Turquie, en particulier, lui donner 3 milliards pour qu'elle fixe sur son sol 2,5 millions de réfugiés qui y sont. Et simplement, pour l'instant, on n'a pas vu les effets sur le flux qui ne bouge pas du côté de la Turquie. Et puis, contrôler les frontières aussi. Ça, c'est très nouveau aussi, avec un super Frontex. Et ça verra peut-être le jour en 2016. Il faudra que ça ait l'accord des gouvernements et du Parlement européen, un super Frontex, 1500 gardes-côtes européens qu'on pourrait aller envoyer vite quand il y a une situation d'urgence, quand il y a un flux migratoire qui vraiment est ingérable pour un pays. Ouais. Notez quand même, c'est des solutions très fédérales dans une Europe qui, je vous le disais, voit la montée quand même de plus en plus des eurosceptiques et des nationalistes, des souverainistes qui vont s'opposer à ces solutions pour essayer de trouver, de sortir par le haut, en tout cas, de la crise migratoire. En tout cas, c'est plus simple quand on parle sport en Europe, je pense. Donc, on va clôturer avec vous, Florent, avec du sport. C'est toujours un peu plus sympa. Les grands rendez-vous de 2016. Tout d'abord, footballistique. Donc, c'est l'Euro de 2016. La compétition a lieu du 10 juin au 10 juillet de l'année prochaine. Les 24 équipes qualifiées connaissent désormais leurs adversaires suite donc au tirage au sort qui a eu lieu le 12 décembre. Donc, c'était il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette grande compétition européenne? On va s'intéresser aux Français en premier lieu. Ils sont tombés dans une poule abordable avec la Suisse, l'Albanie et la Roumanie. France-Roumanie, ce sera d'ailleurs le match d'ouverture de cet Euro. Ce sera le 10 juin prochain au Stade de France. Un peu de chance au tirage donc, mais c'est presque une habitude pour l'équipe de France. Ces dernières années, à chaque fois, un tirage clément pour les hommes de Didier Deschamps, pour les hommes de Laurent Blanc. Ça a toujours été des tirages plutôt cléments. Il faudra tout de même se méfier de ses adversaires. La Roumanie, même si elle est peu présente sur la scène internationale, eh bien, elle a des très bons joueurs de ballon dans son équipe. L'Albanie, on peut considérer que c'est une petite équipe. Eh bien, elle a battu l'équipe de France. C'était le 13 juin dernier, une victoire 1-0. Les Bleus n'avaient d'ailleurs pas existé dans ce match, méfiance donc. Enfin, le dernier match sera à Lille le 19 juin contre la Suisse, certainement l'adversaire le plus coriace de cette poule. Une équipe très difficile à bouger, mais qui avait explosé face à l'équipe de France 5-2. C'était lors du mondial brésilien. C'était donc en juin 2014. Une victoire 5-2 donc, qui avait marqué les esprits. Les hommes de Didier Deschamps ont bien sûr pour objectif de terminer premier cette poule. Et c'est un objectif tout à fait réalisable. Pour la première fois, vous l'avez dit, l'Euro se disputera à 24 équipes et non pas comme 16, avec 16 équipes comme auparavant. Plusieurs groupes très difficiles en perspective. Donc vous allez peut-être le voir à l'antenne. La poule D avec l'Espagne, la Croatie, la République tchèque et la Turquie. Un groupe de la mort en quelque sorte, comme les footeux aiment bien l'appeler. Le groupe E sera également à suivre avec la Belgique, l'Italie, la Suède et la République d'Irlande. Les autres grandes nations européennes comme l'Allemagne, le Portugal ou l'Angleterre ont-elles hérité d'une poule très facile. Alors on va rester sur les Bleus de Didier Deschamps. Ceux de Laurent Blanc, donc il y a 4 ans, s'étaient fait éliminer en quart de finale. Là c'était pas vraiment excellent comme prestation. Aujourd'hui, alors ça se passe en France, donc ça peut remonter le moral des troupes, mais en même temps, il y a toutes les compétitions nationales en fait, et celle en France se termine le 14 mai, ça ne laisse que 4 semaines pour se préparer à l'Euro. Alors, quelles sont les chances de la France aujourd'hui ? Alors, disputer une compétition sur ce sol, c'est déjà un avantage énorme. Oui. On va revenir un petit peu dans le passé pour le constater. Ouais. La France a gagné une seule Coupe du Monde, c'était en 1998. Ça se passait en France. Ça se passait en France. La France a gagné 2 euros, le premier en 1984 sur le sol français. Finalement, il n'y a qu'en 2000 que les Bleus se sont imposés à l'extérieur, la liesse populaire jouant évidemment un rôle très important. Concernant ces chances de victoire finale, eh bien, les Bleus devraient passer en 8e de finale, mais ils n'ont que très peu de références face aux grandes nations du football. Donc voilà, aucune équipe type évidemment ne se dégage de cette équipe
de France, donc très peu d'automatisme entre les joueurs. Et vous savez évidemment qu'il y a l'affaire Valbuena-Benzema qui pourrit un petit peu l'actualité de l'équipe de France. Et l'ambiance à l'intérieur de l'équipe. Voilà, le madrilène ne peut plus évoluer aux côtés du Lyonnais, donc on ne peut plus les aligner dans la même équipe. Et Benzema est le meilleur attaquant de l'équipe de France. Donc évidemment, ça pose problème sur le fait que la compétition commence seulement 4 semaines après la fin de la saison. La plupart des joueurs n'évolue pas en France, il évolue en Angleterre et en Espagne, donc ça ne devrait pas poser un problème très important pour l'équipe de France. Il y a un autre grand rendez-vous, c'est les Jeux Olympiques d'été, c'est du 5 au 21 août, ça se passe à Rio de Janeiro. Mais ça se passe aussi, absolument, mais par contre ça se passe dans un contexte aussi budgétaire très serré. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces Jeux ? Voilà, alors sur la rigueur budgétaire, évidemment, les Brésiliens, ils ont un budget à peu près de 9 milliards d'euros, ce qui est en dessous des 11 milliards de Londres en 2012 et des 31 milliards de Pékin en 2008. Évidemment, sur le plan sportif, eh bien, on va attendre Usain Bolt, le sprinter jamaïcain qui sera évidemment l'attraction de ces Jeux Olympiques. Il est déjà détenteur de 6 médailles d'or et s'il remporte ces 3 disciplines de prédilection, à savoir le 100 mètres, le 200 mètres et le 4 x 100 mètres, eh bien, il rejoindra un certain Carl Lewis. Voilà pour les plus anciens, même peut-être pour les plus jeunes qui s'intéressent. Oui, s'il te plaît. Voilà. À suivre également, bien sûr, les épreuves de natation. On attend le retour de Michael Phelps, 18 médailles d'or. Ah oui. C'est évidemment le recordman. Et puis, on suivra nos Français, Yannick Agnel et Florent Manodou. Les Bleus qui ont également de grandes chances en handball. Vous le savez, les handballeurs français sont doubles champions olympiques qui vont peut-être viser donc un 3e succès consécutif, ce qui serait évidemment exceptionnel pour la France. Le football au Brésil, évidemment, le football sera très suivi. Et les Brésiliens espèrent évidemment l'emporter, même si vous le savez, ce sont des joueurs de moins de 23 ans qui disputent la compétition, avec 3 joueurs majeurs. Enfin, l'épreuve de beach volley sera à suivre, puisqu'elle se disputera sur la plage de Copacabana, plage mythique, bien sûr. Vous allez couvrir ? C'est pas encore prévu, mais on verra ça. Il n'a pas le maillot, mais il a quelques tickets, à mon avis, dans ses poches. J'espère pour vous, au moins le volet. Au moins le volet. Voilà. Merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Caroline. Merci à vous de nous avoir suivis pour la 2e année consécutive de Demain à la Une. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver en 2016, du coup, juste après les fêtes de fin d'année. Bonne fête d'avance et à 2016. Et on n'oublie toujours pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Au revoir.